Alors, je ne sais pas si tu voulais intervenir, Elisabeth, là, sur les prochains slides, ou si tu préfères, je continue. Bah, je peux en faire une partie. Allez, tu me dis quand tu veux que ça s'arrête. Ça marche. Là, on Ah, va plutôt parler des contrôles liés aux données Aramis, hein. alors, les Aramis, notamment sur le fichier 11, quand vous importez un logiciel Aramis, sur le logiciel Aramis, il y a un rapport d'import qui s'affiche, notamment pour les métiers et les plateaux. Donc, c'est l'encadré là qui est en bas, là, la capture d'écran. Donc, pour les métiers, il y a le nombre d'actes déclarés, le total de minutes correspondant. Et pour chaque plateau, le total de minutes correspondant aux actes localisés sur le plateau. Ce sont ces informations-là enfin, c'est avec ces informations-là qu'il faut remplir l'onglet 1DA. Donc là, on voit les encadrés bleus. Donc pour les métiers, on a bien 82 339 minutes de votre fichier Aramis qu'il va falloir mettre dans l'onglet 1DA, sur le métier médecin. On les voit bien, les 82 339 minutes. Donc, si jamais vous modifiez votre fichier 11 pour quelques raisons, il faut bien penser à contrôler votre fichier 1DA et à le modifier en cohérence. On a la même chose sur les plateaux, donc en vert. Euh, voilà. Et donc l'export de ces données depuis Aramis pour un port dans l'onglet 1DA Arcane est possible. Ensuite, donc pour les métiers et pour les plateaux, on a les TDC 8.3 et 7.3 qui permettent de contrôler du coup la cohérence entre les minutes des métiers RR et des plateaux RR entre votre fichier 11 Aramis et votre onglet 1DA et l'impact des écarts sur la valorisation des actes. Par exemple, euh, on a en orange les minutes renseignées en 1DA, on voit que c'est supérieur euh, aux minutes indiquées dans Aramis. On a 3000 minutes, 3000 heures, pardon, qui sont, euh, qui sont, qui sont on ne sait pas où, on ne sait pas où. Donc ça veut dire que les actes sont survalorisés de 93 000 euros. Sont sous-valorisés. Attendez, je me suis mélangée. Je recommence. Les minutes renseignées en 1DA sont supérieures aux minutes du fichier 11. Donc on a 17 000 minutes par rapport aux 14 000 minutes d'Aramis, donc 3 000 minutes d'écart. Donc ça veut dire que vos actes sont sous-valorisés donc de 93 000 euros. Ça veut dire que 93 000 euros sont sortis des coûts de l'étude. Ensuite, dans l'encadré violet, on a les minutes qui sont renseignées. En 1DA, les minutes sont inférieures aux minutes du fichier 11. Donc on a 7000 minutes dans Aramis et on a 4000 minutes dans Arcane. Donc, on a un écart de 3000 minutes. Donc, ça veut dire que les actes sont survalorisés et cette fois de 167 000 euros. Ils sont répartis en plus sur les séjours. Donc c'est pas bon non plus. Donc la troisième et dernière euh, contrôle, c'est vraiment d'avoir un écart entre Aramis et Arcane qui soit à 0. Ensuite, on va faire un petit focus sur les sections d'analyse spécialisées, euh, notamment sur tout ce qui est typé interne et puis après externe. Donc là, si on prend l'atelier d'appareillage typé interne, on fait le fichier 11, mais également un fichier 13 qui doit être additionné. Les deux doivent être additionnés pour renseigner votre onglet 1DA. Donc, sur le tableau 9.2, on va avoir le contrôle de cohérence. On a bien un nombre duo d'Aramis de 289 000, avec un nombre duo en fichier 11 de 90 700, avec un nombre duo fichier 13 de 198 700. Donc, on a bien
la somme d'Aramis, fichier 11 plus fichier 13, égale bien mon nombre du haut en NDA, en onglet NDA. Donc tout va bien. Mon écart est de 0, c'est parfait. Sur le typé externe, on a avec, par exemple, le parc de matériel roulant, type externe, on va du coup suivre au séjour en fichier 2 Aramis. Et c'est le tableau 9.9 qui va permettre de vérifier si ce qu'on a bien mis dans Aramis est cohérent avec ce qu'on a mis dans Arcane. Donc on va en onglet, donc le 9.9, on a bien 85 000 UO qui apparaissent, dont 67 600 de SSR et 17 400 du hors SSR. On fait la somme et on a bien les 85 042. Donc ça, on est bon. Et donc du coup, en fichier 2, la partie violette, pardon Marie, la partie violette, on a bien 100% suivi au séjour. C'est parfait. Je te laisse faire le fichier 11 par contre, Marie. Ouais. Merci. Alors, du coup, les précédents slides là étaient pour vous montrer finalement les différents typages qu'on peut faire des SASP SSR, qui sont le parc de matériel roulant et l'atelier d'appareillage. On peut avoir des SA en interne ou en externe. Si c'est en interne, on attend des unités d'œuvre et avec des fichiers Aramis spécifiques. Et quand on est en montant, on attend, enfin, quand on est en externe, on est souvent en montant, puisque en fait, on va avoir une sous-traitance, en fait, hein. Donc, on va nous facturer des euros. Donc, en fait, c'était pour vous montrer un petit peu les différentes sortes et qu'on peut avoir, du coup, les deux. On peut avoir à la fois un atelier interne et aussi une sous-traitance. Donc, il faudra paramétrer deux SASP. Et pareil pour le parc matériel roulant. Au niveau du fichier 11, le fichier 11, c'est le plus difficile. Vous avez sûrement dû vous casser les dents dessus. Il retrace tous les actes César qui ont été réalisés dans l'année. Et là, il y a des tableaux de contrôle spécifiques car on attend que votre fichier 11 coïncide, concorde, mais totalement avec votre PMSI, donc avec votre M12. Donc, les tableaux de contrôle qu'on va vous présenter, eh bien, ils sont en fait faits pour insister sur cette concordance. Donc, on a des taux de conformité qui doivent être au plus proche de 100% à chaque fois. Les tableaux de contrôle, par exemple 261 et 262, sont des tableaux qui passent la conformité entre le PMSI et votre fichier 11. Et là, on attend des taux de conformité entre 75% et 100%. Ça, c'est la charte qualité. Ah, évidemment, le mieux, c'est d'être à quasi 100%. Les taux de conformité faibles peuvent s'expliquer si, par exemple, vous avez un code intervenant qui n'est pas tout à fait concordant entre le PMSI et le fichier 11 et votre découpage analytique. Par exemple, l'année dernière, il y avait la problématique du neuropsycho-rééducateur qui était devenu neuropsychologue en cours d'année. Et effectivement, là, il pouvait y avoir des codes intervenants qui ne coïncident pas, ou alors, par exemple, un intervenant qui n'a pas codé avec son bon code intervenant, et vous souhaitez remettre le bon code dans votre fichier 11 pour pouvoir mieux décrire votre activité. Donc là, c'est possible de le faire, mais évidemment, il faut rester quand même dans la charte qualité au niveau des taux de conformité. Voilà, il peut y avoir des codes actes ERR qui ne soient pas concordants, il peut y avoir des actes qui ont été saisis codés sur un RHA et qui diffèrent avec le fichier 11 parce que vous l'avez mis sur un autre RHA du même séjour.
Il peut y avoir une problématique d'exhaustivité aussi, hein, c'est que vous n'ayez pas rapporté la totalité des actes que vous avez dans votre M12 ou inversement trop d'actes. Là, les tableaux, il y a des tableaux de contrôle ciblés à chaque fois qui vont vous permettre de savoir où chercher. De 600, taux de conformité par RH entre les intervenants de rééducation, entre le PMSI et les SND métiers que vous avez donc déclarés dans votre fichier 11. Donc là, on s'attend à être proche de 100%. Là, le taux observé à 92%, il est approximativement le même qu'en A-1. On admet, hein, mais si vous pouvez trouver pourquoi il y a une erreur, c'est encore mieux. Un taux de conformité par code acte, par RHA et par intervenant, c'est encore, en fait, à chaque fois, on vient, d'abord c'est que les intervenants, ensuite c'est les intervenants et les actes par RHA, et donc on vient cibler. Donc là, on voit bien que vous avez moins de taux de concordance, de conformité à 88%, ça veut dire que c'est sûrement sur les codes actes qu'il y a un problème. Au-delà du petit problème qu'on voyait de non-concordance sur les intervenants. Donc là, on voit bien qu'il y a une problématique acte aussi. Vous voyez, ils sont là pour venir cibler ces tableaux de contrôle là où il y a l'écart. Donc là, on a le 402 RHA qui présente un écart sur le code intervenant et ou sur la date de l'acte déclaré en fichier 11. Parce qu'évidemment, il y a les dates. Et du coup, qui vont basculer un acte sur un RHA ou sur un autre. Donc là, 2141 RHA, l'écart entre 15 000 et 18 000, là, présente un écart sur le nombre d'actes et sur le code intervenant et ou sur la date de l'acte déclaré en fichier 11. Les tableaux de contrôle ensuite qui suivent, là, de 281 à 284, vont détailler par intervenant les écarts en nombre d'actes entre le M12 et votre fichier 11. Donc là, on s'attend encore à 100% de taux d'exhaustivité par type d'acte et par intervenant. Et là, on s'attend aussi à ce que vous ayez corrigé. Donc, quand vous allez regarder vos tableaux de contrôle là en autocontrôle, si vous avez des écarts importants en taux d'exhaustivité ou en taux de conformité, il va falloir corriger votre fichier 11 avant de valider. Le tableau de contrôle de 8.1, là, c'est l'exhaustivité des actes RR. Donc, on va avoir 3 types d'actes, les actes César dans votre fichier 11, les actes CCM que vous avez déclarés en fichier 11 et les actes pluriprofessionnels que vous pouvez déclarer en fichier 11, l'acte CCM. Et les actes pluriprofessionnels. Et là, donc, ce qu'on voit en écart dans l'exemple qu'on vous a fourni, c'est qu'au PMSI, on a 208 000 actes César et on en a déclaré dans le fichier 11 205 000. Donc, on en a 2900 qui ne sont pas déclarés. Pourquoi? Il va falloir percer cette problématique. On avait 2 actes CCM de RR au PMSI et vous en avez déclaré 3 dans le fichier 11. Donc là aussi, voilà, il va falloir vous identifier pourquoi. Évidemment, c'est des nombres qui sont peu significatifs quand même. Et puis, dans les actes pluriprofessionnels, vous aviez 5000 actes dans le PMSI et vous en avez déclaré que 2000. Ça semble être plutôt là les actes pluriprofessionnels manquants que vous n'ayez peut-être pas dédoublé volume. Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir sans doute corriger, en tout cas se mettre en ordre pour corriger, même si dans la V1, il vous reste des anomalies, on comprendrait que vous ne les ayez pas toutes corrigées à ce niveau-là. Au niveau des actes pluriprofessionnels, comme je vous le disais en démarrage, là, c'est sûrement que vous avez en fichier 11 non dédoublé vos lignes. Alors pourquoi? En fait, quand vous avez des actes pluriprofessionnels, pour ce type d'acte, on attend en fichier 11 une ligne par intervenant présent à l'acte, alors qu'au PMSI, vous avez une seule ligne, un acte codé par le professionnel qui a codé et qui indique le nombre d'intervenants qui étaient présents à l'acte. Et donc, il va falloir dans le fichier 11 mettre autant de lignes
que de professionnels présents à l'acte. Donc, dédoubler finalement cet acte-là, ainsi que les minutes correspondantes. Donc là, on a un tableau de contrôle 283 qui nous montre quel est l'acte concerné, essentiellement. Là, on a le ZZC plus 221 qui est essentiellement concerné, où vous avez, on attend 4107 lignes et vous en avez que 1027, donc vous avez 3000 actes en écart qu'il va falloir du coup corriger. On fait un petit focus sur les actes pluriprofessionnels hors liste, puisque en fait, vous avez le droit au PMSI de déclarer les intervenants qui étaient présents à l'acte, même quand ce ne sont pas des pluriprofessionnels de la liste, dès lors que vous avez réalisé un acte à plusieurs intervenants, un même acte à plusieurs intervenants. Donc, au PMSI, vous avez que l'intervenant principal qui code, mais il déclare le nombre d'intervenants ayant réalisé cet acte avec lui. Pour l'ENC, les intervenants qui sont en plus de l'intervenant principal sont appelés co-intervenants et ils peuvent être déclarés pour pouvoir mieux décrire les activités que cet intervenant a réalisées. Ce co-intervenant a réalisé, c'est bien utile de le déclarer aussi en fichier 11, mais ce n'est pas obligatoire. Donc évidemment là, si vous voulez le déclarer, le co-intervenant, il faut savoir qui il est. Et donc ça, c'est finalement des données qui sont à recueillir au moment de la réalisation de cet acte. Donc le tableau de contrôle, les tableaux de contrôle qui suivent, on va vous les présenter. Donc, c'est le tableau de contrôle 285 qui va dire le nombre d'actes pluriprofessionnels hors liste que vous avez au niveau de votre PMSI. Donc là, par exemple, dans l'exemple, vous en avez 29 sur 13 000 actes, presque 14 000 actes. Ce n'est pas non plus énorme. Hein, donc, si vous ne les déclarez pas, vous ne décrivez pas vraiment qui est le co-intervenant à ces actes, ce n'est pas très grave. En revanche, quand vous avez un poids important de pluriprofessionnels hors liste, c'est peut-être intéressant de venir décrire qui réalise ces actes avec l'intervenant principal, de sorte que vous ayez un vrai bon taux d'activité de ces professionnels ensuite. Donc, si vous réalisez le recueil des actes des co-intervenants dans l'ENC, et si votre recueil est exhaustif, on a pour un acte donné, qui est dans un RHA avec une date donnée, donc dans un séjour avec sa date, donc dans un RHA, si le nombre d'intervenants à l'acte est supérieur à 1, vous l'avez déclaré comme ça dans le PMSI, on attend dans l'ENC, mais ce n'est pas obligatoire, le même acte avec la mention P, intervenant principal, et on attend donc là, dans l'exemple, 29 lignes d'acte avec le typage P, parce qu'il y a forcément un intervenant principal, et puis il va y avoir aussi des co-intervenants. Pour un acte donné, donc le même, si le nombre d'intervenants est supérieur à 1 au PMSI, on attend aussi ces actes-là avec les co-intervenants qui seront mentionnés C dans votre fichier 11, et on attend donc à minima 29 lignes comme ça si vous avez des pluriprofessionnels. Parce que, évidemment, si vous avez mis un nombre d'intervenants supérieur à 1, ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Donc, on attend au minimum 29 lignes avec C. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une possibilité de mieux décrire l'activité de vos intervenants et de mieux décrire donc la rééducation dans votre établissement. Il va y avoir un autre tableau 2.6 qui va là contrôler que finalement vous avez bien mis le code, la mention P pour votre intervenant principal par rapport au nombre d'actes avec un nombre d'intervenants supérieur à 1. Donc là, c'est ce tableau de contrôle 2.8.6 qui va vous permettre de le voir. Par exemple, ici, vous avez un nombre d'intervenants, donc un nombre
Vous avez 8631 actes, donc dans la colonne actes d'intervenant principal dans votre fichier 11. Donc vous avez 8631 actes qui ont été déclarés avec un intervenant principal, alors que finalement, eh bien, il n'avait pas un nombre d'intervenants supérieur à 1, quoi, finalement. Vous avez 58 000 actes avec un nombre d'intervenants supérieur à 1 dans le PMSI et qui aurait dû se trouver dans votre fichier 11. Et vous en avez mis 66 000 en fait dans l'ENC, donc vous en avez 8 631 de trop qu'il va falloir du coup enlever. Donc ce P avec la mention P, c'est seulement quand on a des co-intervenants à indiquer. On va donc corriger votre fichier 11. Donc ça, ce tableau 286 nous permet de le faire dans sa partie 1. Et dans la partie 2, il va contrôler que vous avez bien déclaré le nombre de co-intervenants qui étaient déclarés au PMSI. Donc quand vous avez déclaré par exemple 2, qu'il y avait 2 intervenants au PMSI, vous avez un intervenant principal et un co-intervenant. Donc on s'attendra à avoir un co-intervenant seulement, et non pas 2 ou plus que ça. Là, c'est ce tableau de contrôle 286 qui va vous permettre de vous contrôler. Il faudra donc avoir un taux de concordance de 100% indiqué dans ce tableau de contrôle. Là, il y a 511 actes de co-intervenants dans votre fichier 11, déclarés dans votre fichier 11, et vous avez du coup ces 511 qui concordent avec le PMSI, donc c'est que vous avez bien tout déclaré comme il faut en co-intervenant. Le tableau de contrôle 2.9 va permettre, et tous les 2.9 vont vous permettre de regarder les durées d'actes que vous avez indiquées dans votre fichier 11. Il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire que au lieu d'indiquer les 60 minutes qui ont été passées par votre intervenant, vous avez indiqué 600 minutes par exemple. Donc, ces tableaux de contrôle vont permettre de déceler les erreurs flagrantes qu'il peut y avoir, soit parce que les durées sont très très élevées, soit au contraire parce qu'il y a des minimums très très faibles. On va avoir ce classement dans des différents TDC par type d'actes, les actes collectifs, les actes individuels dédiés, les actes individuels non dédiés, les actes pluriprofessionnels. Et évidemment, là, les durées vont nous aider. Le fait de savoir, par exemple, qu'on est dans un acte collectif, si on a des durées maximum à 90 minutes, ça veut dire qu'au moins l'acte va avoir duré au moins 180 minutes, puisque si c'est un acte collectif, il y a eu au moins deux patients, deux pris en charge en même temps pour la même activité, et donc ça veut dire que la durée de l'acte va être au moins de 2 fois ce maximum. Ça veut dire que l'acte de 180 minutes, pour un psychomotricien, ouais, c'est rarement le cas quand même, hein. Donc, est-ce que le psychomotricien a bien divisé son temps d'acte par le nombre de participants à l'acte? C'est ça la question qu'il va falloir se poser. Voilà, donc pareil, hein, pour un psychologue qui va prendre un patient, enfin 2 patients minimum, 240 minutes d'acte, il va falloir en tout cas pouvoir le justifier. Et c'est ce que vous allez du coup là regarder quand vous allez faire votre autocontrôle en vous disant, oula, là ça me paraît quand même élevé, je vais aller contrôler s'il n'y a pas eu d'erreur. Il va falloir revenir évidemment à l'intervenant lui-même pour savoir s'il n'a pas fait d'erreur dans son recueil. Au niveau des tableaux 2.10, on a là un contrôle de cohérence des lieux finalement vous avez localisé vos actes. Donc il y a des codes modulateurs de lieux, de technicité, des extensions documentaires dans le PMSI et on va venir rapprocher ça avec le code de plateau que vous avez déclaré
puisque vous avez localisé vos actes sur le fichier 11, et donc du coup, vous avez indiqué un code de plateau, et on va voir si c'est cohérent avec ce code modulateur de lieu ou cette extension documentaire ou le code maintenant de modulateur de technicité. Par exemple, là dans l'exemple, alors certes c'est pas très visible, mais donc on a une extension P3. On attend donc un plateau locaux de simulation d'espace de vie, mais ces 9 actes, vous les avez localisés sur un autre plateau pour 8 actes qui ont été localisés sur un autre plateau. C'est la dernière ligne du tableau. Et un acte qui n'a pas de localisation du tout sur votre fichier 11. Donc là, il faut vous interroger, effectivement, si vous n'avez pas de locaux de simulation d'espace de vie, mais que votre espace de vie, c'est plutôt localisé sur l'espace d'ergo, parce que vous avez vos équipements sur l'espace d'ergo, bah, effectivement, vous avez peut-être localisé sur l'espace d'ergothérapie à la place des locaux de simulation d'espace de vie qui est attendu avec le code extension P3. Ça, il ne faut pas nous l'expliquer. Et si vous avez effectué un acte totalement à l'extérieur, par exemple, qui est un espace de vie potentiel, et bien du coup, il va falloir nous l'indiquer aussi. Quand on a une extension un code d'utilisation d'une piscine ou d'une balnéo, évidemment, là aussi, on s'attend, donc l'extension A4, on s'attend à ce que ce soit en balnéothérapie. Et là, pour le coup, on n'y dérogera pas, hein, parce que si vous avez codé ça, ça veut dire que vous l'avez fait dans une piscine. Donc, ça veut dire que vous devez le localiser en piscine. Là, si les 31 actes ne sont pas localisés en balnéo, ils vont apparaître là où ils apparaissent là, donc en erreur, sur un plateau différent, que vous avez dû localiser ces actes-là sur un autre plateau qui n'est ou autre. Donc là, il va falloir corriger. Voilà, et puis l'acte avec l'extension A1, la première ligne, qui n'a pas été localisée sur le PRR de salle PRR veut dire plateau de rééducation, adaptation, sur la salle multisensorielle, alors que les 13 actes ont correctement été localisés, les autres, on les voit bien localisés dans le tableau de contrôle. Il va falloir nous expliquer pourquoi celui-là, vous ne l'avez pas localisé là, peut-être corriger, le cas échéant, si vous vous êtes trompé. Voilà, petit temps d'échange et puis on poursuit. On est un petit peu en retard. On va essayer d'accélérer le rythme, mais il ne reste pas grand-chose. Est-ce qu'il y a eu des questions du coup, compte tenu que je ne les vois pas, moi? Uniquement où est-ce qu'on trouve Arcana Ravis et Visual ENC, c'est répondu dans, c'est dans l'espace de téléchargement du site de l'ATH. Voilà. Ok, allez, sur les contrôles de cohérence des données d'activité, on a 2 choses à voir, les données PMSI par rapport à M12 et les séquences atypiques. Donc, les tableaux de contrôle 3, c'est s'assurer finalement, ils servent à s'assurer de la qualité du PMSI, à s'assurer du respect des règles de codage des actes César, et dans le but aussi d'améliorer finalement la source de données d'activité de l'ENC, c'est-à-dire le PMSI, et donc votre correct codage selon les règles, etc. Ces TDC, donc 3, sont finalement importants pour regarder votre groupage, les erreurs que vous avez sur votre PMSI, en tout cas qui ressortent comme telles. Et pour vous, c'est le moment de regarder ça avec attention pour améliorer vos données pour l'année d'après. Évidemment, il ne s'agit pas de faire des corrections, puisque le PMSI il est déjà arrêté, votre M12 est validé par l'ARS, etc., et vous n'avez pas corrigé grand-chose. Voilà, mais effectivement, s'il y avait des erreurs significatives de codage qu'on voit là, eh bien, ça pourrait évidemment remettre en cause votre groupage dans les différents GME, donc remettre en cause un peu quand même les données de l'ENC que vous nous transmettez. Alors, il y a le TDC 3.1, bilan du groupage, qui nous permet de s'assurer du correct groupage des séjours. En quelque sorte, on devra avoir un correct groupage pour la majorité, voire la totalité de vos RHA.
on a la référence nationale, mais on ne veut pas forcément se calquer à la référence nationale, sachant que vous participez à l'ENC et que c'est suffisamment important pour que vous ayez 100% de groupage correct. On a l'affichage systématique de l'activité externe aussi, alors qu'elle ne nous concerne pas dans l'ENC. Comme je vous disais, on attend 100% de groupage correct. Les groupages incorrects ne seront pas intégrés au traitement ENC, évidemment, c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Au niveau du tableau de contrôle 3.2, la fréquence des erreurs bloquantes et non bloquantes, là, on va visualiser dans les groupages en erreur ou les autres erreurs qui ne sont pas forcément bloquants et donc qui n'ont pas généré un groupage en erreur, et ben, quelles sont ces erreurs? Donc là, ben, il s'agit d'avoir un petit panel en fait des erreurs que vous faites et de pouvoir voir si effectivement c'est de nature à impacter vos données ENC. Par exemple, là, on a des actes César ZZC plus 221 en nombre de réalisations incohérents. Et là, ben, il va falloir s'assurer que ça ne fausse pas les données de l'ENC. Et là, ça risque de les fausser puisque c'est un nombre relativement important. Donc, il faut que vous retourniez vers vos intervenants pour qu'ils commencent à améliorer leur codage d'une manière assez rapide sur l'année d'après. Donc là encore, hein, évidemment, pas de correction à faire en N, mais évidemment, on attend une amélioration pour l'année d'après. Le tableau de contrôle 3.3, c'est la répartition des types de séjours et des séquences dans la base du PMSI. Donc, on va traquer là, finalement, les erreurs 3B et 4B qui vont être des suites de RHA avec un séjour qui est dit, par exemple, à cheval sur N+1, mais qui n'aura pas de RHA sur la dernière semaine de recueil de l'année PMSI pour l'ENC SSR. Donc l'erreur 3B, c'est ça. Et l'erreur 4B, c'est pour un séjour qui serait à cheval et pour lequel le dernier RHA du séjour est inférieur à la dernière semaine, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, la 3B, c'est au contraire que la date de sortie n'est pas renseignée alors qu'on a finalement pas de RHA sur les dernières semaines de recueil. Donc ça, en fait, il n'y a pas de correction pareille, hein, mais c'est des informations qui illustrent qu'il faut améliorer votre PMSI, en tout cas nous expliquer le pourquoi vous avez ces erreurs. Le tableau de contrôle 3.5, ça nous permet de voir la répartition des actes par intervenant au PMSI avec la pondération qui est indiquée dans la dernière colonne. Donc, on a le nombre d'actes et sa pondération. Ça nous donne le poids de chaque intervenant au niveau de vos séjours. Donc, on peut regarder le poids en nombre d'actes, le poids de la pondération et voir en fait si la répartition est cohérente par rapport à vos activités aussi. Le tableau de contrôle 3.6 donne le nombre atypique de réalisation de l'acte ZZC 221 qui est finalement un focus là sur cet acte qui a été très mal interprété pendant un certain nombre d'années, qui est une synthèse interdisciplinaire et qui n'est pas le staff hebdomadaire des intervenants avec les médecins. Donc, on ne voudrait pas qu'il y en ait trop de surcodés, on va dire, parce que évidemment, ça va gonfler le nombre d'actes et peut-être faire basculer sur un GME différent votre séjour. Donc, on attend un nombre d'actes ZZC plus 221 par RHA qui soit égal à 1 ou inférieur à 1, mais évidemment pas supérieur à 1.
Voilà, et en taux au niveau du séjour aussi. Le tableau de contrôle 3.7 donne aussi, identifie s'il y a des intervenants qui ont codé des actes César d'une manière atypique. Par exemple, un infirmier là, dans l'exemple, qui a codé des actes qui normalement sont codés par des kinés. Donc là, il faudra nous expliquer si c'est vrai en fait, hein, et revenir à la source vers le DIR ou vers l'intervenant pour savoir effectivement si c'est une association atypique, mais vraie, ou bien si c'est une erreur de codage. Donc, on va avoir le type d'intervenant qui est concerné, l'acte César évidemment concerné, et les effectifs de RHA concernés par ce codage atypique. Au niveau des données d'activité, on a aussi, on va traquer les séquences qui sont un petit peu atypiques. Donc, dans le SSR, il s'agit de contrôler la distribution du recueil des charges suivies au séjour. Donc, tout ce que vous avez déclaré en fichier 2, 3, 4, sur quel séjour vous avez des suivis, et de regarder aussi la distribution du recueil des minutes d'actes César, donc que vous avez déclaré en fichier 11. Est-ce qu'il y a des séjours qui auraient échappé, qui n'auraient pas de minutes, qui n'auraient pas de suivi au séjour, et de les lister de sorte que vous les expliquiez, parce que c'est pas évidemment ce qu'on attend. On attend à ce que les séjours et un suivi au séjour en montant sur tout ce qui est spé pharma consommé, tout ce qui est donc médicaments, dispositifs médicaux, etc., sous-traitance médicale, tout ce que les séjours ont consommé, on attend à ce que ce soit suivi au séjour. Et évidemment, s'il y a des séjours qui n'ont pas de suivi, eh bien, on voudrait savoir lesquels et pourquoi. Donc, c'est ça, c'est tableau 4, ça nous aide à savoir quels séjours sont donc atypiques. Et il y a une liste de ces séjours atypiques, jugés atypiques, dans le logiciel Visual ENC pour vous permettre de les identifier et de pouvoir expliquer quels sont ces séjours, pourquoi, comment, pourquoi ils n'ont pas de suivi au séjour. Par exemple, ça peut être il peut y avoir des séjours qui n'ont pas de suivi de spé pharma parce qu'ils n'en consomment pas. Par exemple, tous les séjours en AVI, etc. Donc ça, il va falloir nous l'expliquer. Dans le tableau de contrôle 4.1, on va regarder un petit peu le parcours de vos RHA, par où ils passent. Donc, où est-ce qu'ils n'ont pas de dépenses? Ça va être pris dans ce sens. Quels sont les RHA de chacune des sacs qui n'auraient pas de dépenses cliniques, pas de dépenses d'honoraires, pas de dépenses de SNT, médico-technique, d'actes CCM, pas de plateau de RR, pas de dépenses de plateau, pas de dépenses de métier, etc. Donc évidemment, on va traquer là des contrôles assez simples. S'il n'y a pas de RHA, il y a des RHA qui n'ont pas de dépenses à caractère médical ou pas de dépenses cliniques, pas de plateau, de dépenses de plateau, ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui ont été localisés, aucun acte de ces séjours, de ces sacs-là qui ont été localisés sur un plateau. Ils n'utilisent pas les plateaux. Ils n'utilisent peut-être pas les métiers. Alors là, voilà, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui peuvent du coup être des flashs en fait d'atypie, mais surtout d'erreurs. Donc là, on va avoir par exemple le pourcentage de RHA sans dépenses de parc de matériel roulant, sans dépenses d'atelier de confection. Si vous n'avez pas du tout cette section chez vous, évidemment, vous n'aurez pas de dépenses. Ça découle de soi. Voilà. Par contre, si vous avez effectivement des plateaux et qu'il y a 14% dans la première ligne, par exemple, de vos séjours d'affection respiratoire complète qui ne passent pas par les plateaux, voilà, peut-être que ça va vous interpeller en vous disant tiens, c'est bizarre, moi, je pensais qu'ils allaient tous en plateau de kiné respi, donc c'est bizarre, voilà.
Si vous avez 11% de ces séjours en HC qui n'ont pas de dépenses de SNT métier, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout une minute de rééducation. Donc voilà, vous, ça peut-être va vous interpeller tout de suite pour nous expliquer. Voilà, bon, c'est ce que expliquent ces tableaux de contrôle. Donc là, bah, c'était une explication, vous pourrez la lire, c'était des exemples, hein, je vais vous laisser les parcourir. Le tableau de contrôle 4.2 permet d'identifier les séjours atypiques en termes de suivi au séjour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va traquer les séjours sans charge de suivi au séjour, et les séjours qui auraient plusieurs RHA, mais qui auraient des suivis au séjour sur un seul RHA. Ça veut dire peut-être que les dates de suivi au séjour ne sont pas tout à fait les bonnes et qu'on a mis tous les suivis à la même date, voilà, par exemple. Là, évidemment, quand vous avez un nombre de séjours important sans charge de suivi au séjour, voilà, en HC, il va falloir nous expliquer pourquoi. Et là, l'analyse, elle va être obligatoire pour vous. Ce tableau de contrôle 4.3, il va faire exactement le même contrôle, mais sur les minutes qui ont été recueillis en fichier 11. Donc là, on va identifier les séjours qui n'ont pas de minutes du tout, donc pas de rééducation, et les séjours multi-RHA qui auraient des minutes sur un seul RHA, et donc du coup, ça voudrait dire que vous avez eu de la rééducation, des actes qui ont été codés sur un seul RHA. Là encore, l'analyse est obligatoire, il va falloir expliquer tous les séjours que vous avez qui ont des minutes sur un seul RHA ou qui n'ont absolument pas de minutes. Là, en l'occurrence, il y a 2 séjours en HC qui n'ont aucune minute de RR. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de rééducation. En SSR, on s'attend quand même à avoir de la rééducation. Donc voilà, ces tableaux vont vous aider finalement à traquer les rachats atypiques ou erronés. Et le détail de ces rachats et des séjours sont indiqués dans Visual ENC. Le tableau de contrôle 4.4, il va là identifier les journées qui ont plus de 8 heures de rééducation. Alors c'est possible, hein, si effectivement vous avez eu un acte qui a été réalisé par plusieurs intervenants, par exemple dans les pluriprofessionnels hors liste, hein, vous pouvez avoir un acte qui a duré par exemple 2 heures parce qu'il y a eu une sortie à l'extérieur, accompagné par 2 intervenants, ça fait 4 heures. Mais si vous avez eu aussi dans la même journée un autre acte qui a aussi été par 2 intervenants et qui a duré aussi 2 heures, et ben, ça va vous faire 8 heures. Et il peut y avoir aussi de l'appareillage qui a duré longtemps parce qu'il y a de la confection d'appareillage. Voilà, il peut y avoir des vraies explications, mais en tout cas, quand on a un nombre d'heures maximum sur une journée qui fait 32 heures, il va falloir identifier quelle est cette journée, de quel séjour il s'agit, et pouvoir nous expliquer pourquoi, quel est l'acte qui a été réalisé et qui a duré plus de 8 heures, ou quels sont les actes cumulés qui ont atteint 8 heures dans la même journée. Alors après, il y a aussi les codages qui ne peuvent être faits qu'une fois par séjour et qui donc se cumulent sur toute la durée du séjour sur un seul codage, sur donc une seule date. Donc ça peut aussi expliquer cela. Mais on doit avoir l'explication. Dans ce tableau de contrôle, on a le pourcentage des journées avec plus de 8 heures d'acte par type de prise en charge, HC et HDJ. Et on a le nombre maximum d'heures pour une journée. Donc là, il y a 2 journées qui ont plus de 24 heures et il y en a une au max qui fait 32,9 heures. En HP, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'avoir en HDJ une prise en charge de plus de 8 heures. Donc là, on devrait en avoir très très peu. Et là, il va falloir vraiment effectivement expliquer finement l'atypie ou corriger l'erreur. Voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez des ultimes questions? Alors, je sais qu'on a dépassé déjà 20 minutes, donc c'est un peu embêtant.